Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Yann Arthus-Bertrand. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, tu es un artiste, également un activiste. Tu as émerveillé le monde entier avec des photos incroyables mettant en avant la beauté de la planète et de ses habitants. Tu as participé à faire naître une conscience écologique chez beaucoup d'entre nous. Et de la vie que tu as construite au milieu des lions au Kenya jusqu'à ton rôle de président de la fondation Good Planet, tu n'as jamais eu peur de tracer ta route. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va explorer à la fois ton parcours, mais aussi tes émotions, tes apprentissages sur la route. C'est ça qui nous intéresse. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra illustrer tout ce parcours et ces pensées-là. Le but, c'est de savoir, de comprendre un petit peu comment tu fonctionnes, comment tu prends tes décisions. Et, ça m'intéresse, savoir comment je fonctionne. Peut-être qu'à la fin, j'aimerais le savoir. On sera tous un petit peu plus avancés sur le fonctionnement de ta pensée. Alors, tu es né en 1946 à Paris. Est-ce que tu peux juste nous dire brièvement comment tu étais quand tu étais enfant ? Très révolté, en colère. J'étais un gosse qui n'aimait pas la vie que j'avais. J'avais pas confiance dans les adultes. J'étais très mauvais à l'école, très mauvais. J'étais ailleurs, je n'étais pas dans l'école. Donc c'est un problème de confiance dans... Je ne sais pas d'où ça vient. Je suis incapable de savoir. Comment tu as pu construire ta confiance au fur et à mesure ? Pas avec les adultes, mais avec ta propre expérience ? Je ne sais pas, mais j'étais vraiment un gosse qui ne s'intéressait à rien de ce qu'on voulait que je m'intéresse. Voilà. Et je n'ai pas rencontré le prof génial, on te dit toujours, Madame Machin, Monsieur Massin, qui m'a fait découvrir. Moi, je ne l'ai pas rencontré. Tu ne te souviens pas du nom d'un seul de tes profs ? Non, pas du tout. Bon, alors, mais par contre, à 20 ans, il y a quand même quelque chose qui commence à t'intéresser fortement. C'est le monde animal. Oui. Comment ça s'est passé cette D'abord, j'essaye de faire du cinéma. Alors, je traînais un peu dans la rue. J'ai parti de chez moi assez tôt. Je vais au studio de Boulogne. Je balaye. Au bout d'un moment, on me dit, tu veux pas amener les cafés ? Je dis, pourquoi pas. C'est l'époque aussi des années 60, où je fais un petit billet. Après, je suis assistant. Je deviens acteur. Je fais un film avec Michel Morgan. J'essaye de devenir acteur. Je suis très mauvais acteur. Et je n'étais pas à ma place, je travaillais, je prenais des cours à l'Odéon de théâtre. J'ai fait comme un film avec un troisième rôle de Michel Morgan, qui était un truc assez important. Mais bon, ça n'a pas du tout marché. Et je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami, voilà, qui m'a emmené chez elle, dans une grande propriété. Elle n'avait pas un sou. Et on a créé ensemble une réserve zoologique. Et pendant 8 ans, je me suis occupé de cette réserve. J'ai adoré faire ça. Quand je suis parti, on était... On a une photo ici, c'est voilà. cette époque-là. C'est un lion. C'est bien un lion, hein, c'est pas un gros chien. J'ai élevé beaucoup de lions, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti étudier les lions au Kenya. Ce qui est formidable en France, même si on a 0 diplôme comme moi, si on trouve un directeur de thèse, on peut peut-être passer un doctorat sur le comportement des lions. Je suis parti avec ma femme Anne, là-bas, pendant 3 ans. Tu avais 30 ans quand tu es parti au Kenya, en gros, oui. Et alors, comment ça s'est passé ? Tu as passé combien de temps là-bas ? Et le but, c'était donc... Comment ça s'est passé ? Ça paraît un rêve, mais assez facilement. J'étais d'abord guide pour touristes, où j'accompagnais les touristes, je portais les bagages, je comptais les bagages. Ça, c'est ta maison. Oui. Et puis, je vois qu'il y a des gens qui montent une boîte de montgolfière. Moi, j'étais déjà pilote avion, ça serait peut-être sympa que je prenne ce métier-là, ce qui me permettrait de faire mon travail. Donc, ils étaient très contents parce que les pilotes de montgolfière ne voulaient jamais rester, ils s'emmerdaient là-bas au Kenya. Moi, c'était le rêve de ma vie. Donc, je construis ma maison. Formidable, ça c'est une expérience formidable avec mes amis africains. Et pendant 3 ans, on va suivre une famille de lions tous les jours pour faire une étude de comportement entre les lions du Serengeti et les lions du Masai Mara où j'étais. Voilà. Et c'est un moment... la frontière entre le Kenya et la Tanzanie ? Exactement. Et c'est peut-être le plus beau moment de ma vie. Et je me dis souvent que je n'ai pas assez profité de ça. En moment, on se dit toujours, on se souvient toujours des moments malheureux, des moments tristes, des moments qui te pèsent. Mais les moments heureux, on passe à travers, comme c'était normal. Et en fin de compte, je n'ai pas assez profité de ces 3 ans incroyables. J'étais amoureux. On a l'impression que ça va durer. On a l'impression que c'est stable. Et puis en fait, la vie nous fait évoluer vers autre chose. C'était des moments incroyables où je découvrais des animaux qui n'avaient pas peur de moi. J'approchais les antilopes, les éléphants passaient dans ma maison. C'est le rêve absolu. J'avais le kit de l'aventurier complet. On travaillait énormément, un peu obsédé par mon travail,
Et le travail consistait en quoi? C'était suivre les tous les animaux? jours, une famille de lions, prendre des photos. Alors on voit ici et c'est là, et je dis un souvent compte rendu d'observation d'un oui, parce que animal. on reconnaît les lions en comptant les poils de moustache. C'est Voilà, ça, ouais, on voit 6 poils voilà. de moustache à gauche et Voilà, 5 à voilà. droite. Voilà, et donc on était amoureux de ce 17 lions qui étaient là dans le Massaï Mara. Et aujourd'hui encore, 40 ans, ce sont les descendants de ces lions qui habitent au même endroit, dans le Massaï Mara. Et je découvre aussi la photographie, parce que c'est les lions qui m'apprennent la photographie. Quelque part, je me sers de la photographie pour la thèse. Ma femme écrivait, moi je faisais les photos. Et je découvre la photographie aérienne, je découvre je fais la montgolfière tous les jours ou tous les 2 jours, ce qui me permettait de montrer une nouvelle perspective pour quelqu'un qui fait une étude. C'est formidable de voir vue du ciel, quoi, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas tous, comme sur nos téléphones, les photographies aériennes. C'était complètement nouveau, la photographie aérienne. Et donc, je découvre ça, j'adore faire ce boulot de la photographie aérienne et j'adore faire ce travail sur les lions. Je rentre en France, je publie énormément très vite. C'était le moment, c'est l'âge d'or de la photographie où dès le départ, tout de suite, je me souviens très bien, alors chez Paris Match, à cette époque-là, on tapait à la porte, bonjour, je suis photographe, on vous recevait. C'est pas pareil aujourd'hui, hein. Un directeur de la photo qui est là, bon, qu'est-ce que vous voulez? Regardez, c'est formidable. La semaine après, j'avais 8 pages dans Paris Match sur les lions. Enfin, tu avais quand même des photos exceptionnelles, parce que si tu Ouais, viens avec des photos de lions avec qui tu es devenu ami pendant 3 ans, enfin, c'est quand même bon, pas tout le monde qui avait réussi. Et en tout cas, je publie dans l'Océan Géographique, le Figaro, et je me dis, je ne soutiens pas la thèse. Ma femme, elle, va faire un doctorat de lettres, et moi, je vais devenir photographe. Voilà. Et c'est vraiment été pour moi, ça c'est une photo très connue que j'ai faite, voilà, que j'aime beaucoup, un petit lionceau qui mord le cul de son père. Voilà. C'est très très loin, il y a 40 ans, en même temps très proche de moi, parce que c'est des moments qui m'ont marqué à vie. Donc tu publies tout cet album de photos qui s'appelle Lion. Alors justement, tu sais, c'est quand même quelque chose qui marque quand même le début de tes premiers livres de photos. Et tu ajoutes juste après cela une nouvelle carte à ton arc, puisque tu te lances dans la photo aérienne, justement parce que tu... Alors là, pendant 10 ans, je suis photographe de reportage, je traîne un peu partout, je fais beaucoup de choses. Et à Rio, il y a la première conférence en 92. Et je me dis, je suis très influencé par mon copain Salgado, qui est un grand photographe, qui a fait un très gros travail sur la main de l'homme. Et je m'aperçois que dans mon travail de photographe, il faut que je fasse quelque chose d'important, quelque chose qui est rond, avec un début et une fin. Et je commence à faire ce travail de la Terre vue du ciel, où pendant 8-9 ans, je vais continuer après, mais pour le premier livre, je vais passer toute ma vie en permanence. J'hypothèque ma maison, j'y croyais beaucoup à ce projet. Et l'idée, c'est de faire des photos. Mon travail change en cours de route. Au début, c'était vraiment pour montrer la beauté du monde. Et à la fin, je deviens un activiste. Je comprends ce qui est en train de se passer. Un petit peu de changement climatique, un petit peu de surpopulation, un petit peu de pollution. Tout ça, je deviens quelqu'un... On va parler de tout ça. Là, donc, tu t'es pris de passion pour les photos aériennes déjà grâce aux montgolfières au Kenya, puisque tu prenais des photos... Et comme je suis habitué à travailler aux télé sur les animaux sauvages, même vue du ciel, je travaille aux télé. Donc j'amène une photo qui est très différente et très graphique. Voilà. Et donc c'est à partir de 92 que tu te lances dans ce projet, La Terre vue du ciel. Donc tu prends tous les risques, puisqu'effectivement tu hypothèques ta maison, tu viens de nous le dire. Et donc on voit que Mais ça se fait facilement, naturellement. Ça se fait facilement d'aller hypothéquer sa maison pour faire un livre de photos. Je savais que je sentais que c'était un travail important. Et j'étais passionné. Et c'est pas ça. J'hypothèque ma maison, ma femme accepte sans problème, qu'elle a compris qu'en fin de compte, je faisais quelque chose qui me dépassait un petit peu. Et que je savais que j'avais mis le doigt sur quelque chose d'important. Voilà. Donc, sans vraiment le réaliser complètement. On a été, bien sûr, étonnés par le succès, mais il fallait que je le finisse, ce travail, quoi. Donc tu es allé dans combien de pays pour construire La Terre vue du ciel? J'ose même plus le dire. C'est beaucoup. Donc tu as fait c'est 2000. Non, c'est en 2000 que tous tes clichés sont prêts. Et justement, Stéphanie, La Terre vue du ciel. Effectivement, et ces photos, vous les exposez sur les grilles du Jardin du Luxembourg, près du Sénat à Paris. Le succès est immense. Près de 2 millions de visiteurs découvrent les 130 clichés de cette exposition intitulée La Terre vue du ciel par Yann Arthus Bertrand. Et cette expo, elle est même prolongée jusqu'à la fin de l'année 2000. Le livre de l'exposition est publié la même année. Et là encore, le succès a été immédiat, avec 4,2 millions d'exemplaires vendus. C'est du jamais vu pour un livre de photos, un livre qui a été traduit en 27 langues. Et en fin de compte, on a une chance incroyable, c'est que tous les musées du monde refusent l'exposition. La seule proposition qu'on me propose, c'était
au Dôme, à Londres. Il y avait une espèce de bâtiment qui avait été construit et ils voulaient les mettre dans le couloir qui allait aux chiottes, qui allait aux toilettes. Alors je dis, moi, ça m'intéresse pas trop. Et ils me disent, mais c'est très bien parce que tout le monde va aux toilettes, donc on verra vos photos. Et bon. Et donc, c'est par une amie, Agnès de Gouvion-Saint-Cyr, qui s'occupait de la photo à la culture, qui me dit que tu devrais aller voir le Sénat. Peut-être qu'on va trouver une idée. Ils m'ont prêté le musée du Luxembourg. J'ai commencé un petit expo et après, quand on a fermé, on a inventé véritablement les expositions dans la rue. Et c'est ça qui a donné une publicité incroyable au livre. L'exposition qu'on a faite à Paris a été reproduite, encore aujourd'hui, j'en ai encore, a été reproduite dans 250 villes dans le monde. Donc c'est une publicité formidable pour le livre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait les photos et les légendes. Et on s'est aperçu que la légende amenait énormément à la photographie. Je me souviens, on a commencé à mettre les photos rue de Médicis. Et dès qu'on a mis les légendes, les voitures s'arrêtaient, il y a eu un embouteillage, et ça a été... Oui, parce que les photos elles-mêmes, enfin les visuels sont intrigants, et on se demande tout de suite, mais c'est où? Oui, qu'est-ce que c'est? et surtout d'amener un fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe, quel est le fait dans la réalité du monde d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le début pour toi d'une forme d'activisme, notamment Oui, écologique c'est-à-dire que je deviens un personnage public, je fais des émissions de télévision, je suis sur France 2, donc quand tu fais des émissions de télé, tout change, tu es reconnu dans la Non, rue. t'es même sur BFM Business, alors, tu vois. Voilà, je crée ma fondation, tout ça fait que tu rencontres des gens qui font des choses encore plus que toi, donc ça t'impressionne, tu as envie de faire comme eux. Et surtout, il y a un besoin d'urgence, d'envie. Moi, je suis assez entrepreneur, et donc j'ai envie d'entreprendre, et quand il y a des projets, voilà. Et très vite, il y a le film d'Al Gore qui arrive, il y a 2004-2005. il y a le problème du changement climatique dû aux énergies fossiles. Avant, on en parlait, mais pas du tout. Donc je me rends compte que mon travail en hélicoptère, en avion, voilà, pollue. Donc on crée l'association Good Planet, au départ une association pour faire de la compensation carbone solidaire. Ça, c'est en 2005. Hein, c'est en 2005, voilà. La Fondation Good Planet. Voilà. Pour pouvoir compenser mes effets de carbone de l'émission de télévision. Et je pensais bêtement à cette époque-là que 20 ans après, on serait 300 ou 400 à faire de la compensation carbone, alors que ce n'est pas le cas du tout. En fin de compte, très peu de gens compensent leur voyage ou leur vie voilà, à travers la compensation carbone. Et c'est la compensation carbone solidaire, c'est-à-dire qu'on aide des gens à mieux vivre en faisant des réservoirs de gaz en Inde qui permettent que les enfants puissent aller à l'école et ça évite la déforestation. Justement, sur la compensation carbone, on a une question pour toi de Nicolas Depourteur, que tu connais bien, qui est ton directeur partenariat et fundraising chez la Fondation Good Planet. Salut Yann. Écoute, je voulais te poser une question. Ces derniers temps, on a pas mal décrié la finance carbone, les projets de compensation. Il y a eu des accusations de greenwashing. Toi qui as promu depuis plus de 15 ans les projets de finance carbone, je voulais te demander quel est ton avis là-dessus et selon toi, quels étaient les bons projets de compensation carbone qu'on pouvait promouvoir et comment est-ce qu'en fait on pouvait faire correctement de la compensation carbone. Merci. La réponse est à la Fondation. Je veux dire qu'on ne plante pas des arbres, parce que planter des arbres, il faut en planter beaucoup, beaucoup pour compenser son carbone. Nous, on aide des gens à mieux vivre. C'est-à-dire qu'en Inde, il faut de l'énergie pour faire bouillir de l'eau, sinon l'eau est imbuvable, et pour faire de la cuisine. Et donc, avec de l'excrément d'animaux mélangés des déchets agricoles, on en fait du méthane. C'est le même gaz qu'on reçoit à son robinet, les mêmes molécules. Et on en a fait presque 20 000 déjà. Et ces 20 000, ça permet à des familles que les enfants puissent aller à l'école. Il n'y a pas de déforestation. C'est vraiment très, très vertueux. Et je suis très fier de toute l'équipe qui a monté ce projet-là, la Fondation. Une quarantaine aujourd'hui une quarantaine de personnes à la Fondation, mais on ne fait pas tout ça. D'ailleurs, on a rouvert la Fondation. Voilà, c'est un endroit gratuit, ouvert à tous. Oui, vous êtes au domaine de Longchamp. Dans Bas-de-Boulogne, oui. Ouais. Près du champ de course de Longchamp. Alors, ta voix d'activiste écologique, tu la portes justement en télévision, puisque La Terre vue du ciel se poursuit en l'émission Vue du ciel sur France 2 entre 2006 et 2011, mais aussi assez vite sur grand écran. Stéphanie. Effectivement, vous avez réalisé une vingtaine de films et de documentaires, parmi lesquels 6 milliards d'autres en 2008, devenus 7 milliards d'autres, après 5 années de tournage, 70 pays parcourus pour recueillir les témoignages d'hommes et de femmes sur leur vision du monde, leur expérience ou encore leur philosophie. L'année suivante sort votre premier long métrage Home, produit par Luc Besson. Ce documentaire montre l'état de la Terre vue du ciel, alerte sur la menace
l'urgence climatique et sonne la mobilisation générale pour sauver la planète. Le succès est immense avec 600 millions de téléspectateurs dans plus de 181 pays. Le doc est d'ailleurs été nommé pour le César du meilleur film documentaire. En 2012, avec Planète et Océan, vous nous plongez dans le monde sous-marin, menacé par la pêche industrielle et la pollution. 3 ans plus tard, vous nous livrez les histoires de 2000 femmes et hommes dans 60 pays avec Human, qui aborde la condition humaine et le sens de l'existence. Et enfin, dernier film en date, Legacy, notre héritage, sorti en 2021. Là, il est question de l'urgence climatique, de l'effondrement de la biodiversité et de l'épuisement des ressources. Avec de l'espoir. Alors, qu'est-ce que tu peux montrer dans les films que tu ne pouvais pas montrer dans les photos? C'est-à-dire que je me souviens très bien d'avoir regardé le film d'Al Gore. J'avais fait venir Al Gore, j'ai fait une projection à l'Assemblée nationale pour les députés, avant que je commence Home. Et je m'étais dans la salle, dans le noir, tout le monde, tous ces gens qui regardaient le film, il se passait quelque chose. Au cinéma, c'est quelque chose de magique. Quelque part, je me dis, j'ai envie de faire un film. Le film d'Al Gore, c'était Unbelievable Truth en anglais. C'était la vérité qui dérange. La vérité qui dérange. Et on est resté assez proches, depuis ce moment-là, on échange beaucoup. Et alors, le succès de Home a été incroyable, parce qu'avec Luc Besson, on a vraiment inventé un truc. Pour le même jour, le film est sorti au cinéma avec une version différente que la télévision et sur Internet. C'était le début de YouTube et on a eu un succès incroyable. Ce qui casse la chronologie habituelle. Oui, parce qu'on a fait, en fin de compte, on a fait un film différent pour le cinéma. On avait un peu triché. Hein. On a fait un film un peu différent pour le cinéma, un peu différent pour la télévision et un peu différent pour Internet. C'était en gros le même film. Mais quand on est activiste, on a envie de toucher, on a envie de. Le message de Home était très fort, donc on voulait qu'il soit vu par le maximum de gens. Tu veux surprendre aussi, donc tu vas chercher des méthodes qui n'ont pas été faites avant. Moi, j'aime bien inventer des choses qui n'ont pas été faites avant. Il y a aussi le style dans lequel tu réalises tous ces documentaires et notamment, enfin films, et notamment la manière d'interviewer les gens. Hein. Tu fais du face caméra. Ça, c'est Human, qui est pour moi un de mes meilleurs films, qu'on a réalisé grâce à la Fondation Bettencourt. Un jour, je suis tombé en panne dans un petit village en Afrique, ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Ce sont les gens qui ne vendent rien, qui travaillent au quotidien tous les jours. Ils sont près d'1 milliard dans le monde. Et c'est des gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras. C'est des gens qui ont peur d'être malades. S'ils sont malades, ils ne peuvent pas nourrir leur famille. Et je suis tombé en panne d'hélicoptère dans un petit village dans les années 80. J'ai passé 3 jours incroyables avec ces gens. Comme des moments où on échange tout, on sent comme ta famille, ils partagent tout avec toi. Et je me suis dit, et j'apprends tellement avec tout ce qu'ils me racontent, leur façon de vivre. Je me dis, dans mon travail sur la Terre vue du ciel, il me manque l'essentiel, c'est la parole des gens. D'où ce film Human, qui est d'ailleurs la version longue est sur YouTube. Au début, le film, il faisait 9 heures. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il reste 9 heures parce que les gens m'avaient donné tellement de choses extraordinaires que j'avais peur de couper, quoi. Et on a fait un film plus court, le film cinéma à 2 heures. Et là, on a mis sur YouTube la version de 3h15, qui est pour moi la version la meilleure. Voilà, c'est un film qui a transformé ma vie, certainement un petit peu, et qui peut transformer aussi la vôtre si vous le regardez bien. C'est un film sur le pardon, pourquoi la guerre, voilà, qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que l'amour, est-ce qu'on sait pardonner, toutes les questions essentielles qu'on pourrait se poser tous les jours. Et c'est diffusé, justement, c'est ça aussi la grande nouveauté, non seulement en même temps et partout, mais aussi totalement gratuitement. Oui, parce le but étant que tout le monde puisse justement voir ce film-là. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir un mécène, on en profite. C'est pas des films comme ça. C'est un peu la chance que j'ai eue aussi. Et d'ailleurs, je voulais dire que Woman, le dernier film qu'on a fait sur les femmes, qui a été malheureusement tué par le Covid, puisqu'il est sorti une semaine avant le Covid, donc il n'est jamais revenu en salle. Maintenant, le film peut être... tout le monde peut aller sur vous trouvez sur le site de ma production Hope. Vous pouvez organiser des projections gratuites dans vos entreprises, dans les associations, dans les villes, si ce n'est pas commercial. Donc le film est gratuit pour toute projection non commerciale. Et je peux vous dire que Woman, on a interrogé 2000 femmes dans le monde. Après avoir fait ce film... je regarde plus ma mère, ma femme ou mes sœurs de la même façon. C'est vraiment un film je pense qu'il m'a rendu un peu moins con. Donc ça sert à ça, les films, à faire prendre conscience à tout le monde, justement de choses qui parfois sont sous nos yeux. Comment tu perçois l'engagement actuel de la jeune génération, peut-être par rapport à l'ancienne, par rapport notamment Je dois reconnaître que moi je suis écolo depuis que j'ai 20 ans.
Et quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, on est un peu pessimiste quand même. Le tweet dernièrement du secrétaire général des Nations Unies qui dit « Dans ma vie, j'ai lu des milliers de rapports. » Et le rapport du GIEC est certainement le plus terrifiant que j'ai jamais lu. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Les jeunes d'aujourd'hui, avoir 20 ans aujourd'hui, c'est pas du tout avoir 20 ans à mon époque. Avoir 20 ans aujourd'hui, surtout les jeunes qui ont la chance de faire des études, qui lisent des dossiers, qui comprennent, eux, nous, on est tous dans une espèce de déni, c'est-à-dire on ne veut pas croire ce qu'on sait. Les jeunes de 20 ans, ils savent très bien ce qui est en train d'arriver. Et les jeunes de 20 ans aujourd'hui, moi, c'est vraiment l'espoir. Je mets vraiment tout mon espoir là-dedans. Ils vont nous obliger à changer rapidement, je pense, même notre façon de vivre. Le problème, c'est qu'on est dans un monde qui dépend de la croissance. Hein. La croissance est partout. Sans croissance, c'est l'horreur absolue, puisque la croissance, c'est ce qui paye les hôpitaux, ce qui paye l'éducation, ce qui paye les routes. Et malheureusement, il ne peut pas avoir de croissance sans énergie fossile. Et les énergies fossiles sont en train de nous tuer, tout simplement. Les énergies fossiles sont en train de tuer la vie sur Terre. À quelle échéance, ça se rapproche de plus en plus près. Et donc les jeunes, ils le savent, et eux, ils ont envie de changer. Donc il y a une colère, un radicalisme que j'ai envie de soutenir envers ces jeunes. Je pense que nous, ma génération et celle en dessous de moi, la tienne, on ne les aide pas assez. On n'est pas assez à côté d'eux. Voilà. C'est quoi la chose la plus importante à faire possiblement pour chacun d'entre nous qui peut aider à aller dans le bon sens? Non, mais je dis toujours un peu la même chose, mais d'abord, j'aime pas trop donner de conseils parce que chacun, moi en tant que journaliste, j'ai les miens et chacun, celui qui est banquier, celui qui est pharmacien, il sait ce qu'il peut faire pour dépenser moins de carbone et vivre d'une façon plus vertueuse. Mais je dis souvent que la chose la plus simple, c'est la moins compliquée, c'est de arrêter de manger de la viande. La viande industrielle, aujourd'hui, est en train de détruire la planète. Pas la viande du paysan qui fait bien son boulot, bien sûr, et cette viande-là, il faut la payer cher, il faut le payer le vrai prix, afin que les paysans puissent en vivre. Mais cette viande industrielle qui est nourrie de soja, qui arrive du Brésil, déforestation, souffrance animale, il y a énormément de carbone, on ne faut pas y toucher. Voilà. Donc c'est pas très facile à faire, parce que la viande c'est bon, mais je pense que si on a vraiment on a envie de faire quelque chose, et qu'est-ce que je peux faire? Pour moi, ça c'est facile à faire. Tu as un nouveau projet. Quel est-il? Tu nous en parles? Oh, j'ai beaucoup de projets. On fait un film sur les migrants. Après Woman, on fait un autre film sur les migrants. Je cherche un mécène, d'ailleurs, ça intéresse. Voilà. Parce que je pense quand on vit dans un pays où il n'y a pas d'éducation, pas de service de santé, pas de travail, pas de démocratie, on n'a qu'une envie, c'est de venir dans ce paradis incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a 2000 personnes qui sont noyées l'année dernière dans la Méditerranée. Je veux faire un film sur les migrants parce que je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. C'est un gros projet. On travaille sur... le projet dont tu parles, je vais t'en parler, c'est sur les Français. J'ai commencé depuis très très longtemps un travail sur les Français en studio. C'est un travail. J'ai donc fait des milliers de photos de Français. Et j'aimerais, avec Hervé Lebrun, qui est un grand démographe, essayer de faire un travail, une espèce d'une encyclopédie des Français. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui d'un médecin? Qu'est-ce qu'on gagne? Comment la médecine a avancé? Qu'est-ce que c'est que d'être boulanger? Qu'est-ce que c'est d'être photographe? Vraiment, c'est un travail de fond sur la France et les Français, et ça me passionne complètement. Une manière d'aller chercher derrière les chiffres, vraiment, qui sont les personnes et quelles sont leurs vies. Je voudrais mettre de la chair, je voudrais mettre de l'amour, je voudrais mettre de l'émotion derrière ces chiffres. Est-ce que tu crois que ça va faire ressortir un petit peu une forme d'esprit justement français par cette cartographie? J'adore faire ce travail. J'étais à Reims le week-end dernier. Le journal L'Union a pas une double page pour dire que je cherchais des Français. 500 personnes se sont inscrites, on n'a pu en faire que 200. Et les gens sont venus en famille avec leurs enfants, leurs grands-parents, leurs chiens. J'adore faire ces images. J'adore faire des photos de gens qui ont l'air heureux. Là, on va tourner à travers la France. Voilà, on se fait inviter par les villes pour monter des studios et on donne à chacun une photo. Les gens partent avec leurs photos. Voilà. Les Français méritent bien un film de Yann Arthus-Bertrand. C'est pas un film, c'est un projet photographique. Il y a aussi un autre film qui s'appelle France, une histoire d'amour qu'on vient de finir et qui va sortir bientôt. Merci beaucoup, Yann. C'est déjà fini. Ton partage on a déjà fait une demi-heure. Eh oui, j'ai l'impression que ah oui, on a à peine commencé. Et la suite se retrouve en ligne avec tout ce que justement tu as partagé au monde. Merci pour ton partage humain, pour ton activisme inébranlable. Et merci à la vie qui m'a donné cette chance incroyable de faire ce métier qui m'a... Je dis souvent que je ne vieillis pas, mais je grandis. Voilà. Et j'ai encore beaucoup de choses. C'est le mot de la fin. À faire. Yann ne vieillit pas, il grandit. Merci beaucoup.